Je suis toujours très admiratif et très reconnaissant. Nous vous sommes reconnaissants, mesdames et messieurs, qui faites vivre la presse politique française, qui forgez en quelque sorte l'opinion de nos compatriotes. Je veux vous dire à tous et à tous un immense merci. Vous participez incontestablement à la vitalité de notre démocratie. Les journalistes dont il est question ici, ce ne sont pas des pigistes ou des intermittents ordinaires, ce sont vraiment les vedettes de la profession, c'est-à-dire à la fois ceux qui mettent en forme l'information et ceux qui formatent les débats politiques et économiques en France. Or, si on s'intéresse à ces journalistes vedettes, ils sont en fait assez peu différents des politiques, mais aussi des patrons avec lesquels ils partagent de nombreux traits sociaux communs. Alors ça veut dire quoi ? D'abord, ça veut dire qu'ils viennent des mêmes milieux sociaux. Si on regarde les journalistes connus en France, on aura beaucoup de mal à trouver un fils d'ouvrier, un fils d'employé ou un fils d'agriculteur parmi eux. En revanche, des enfants de médecins, on en trouvera beaucoup, des enfants de diplomates, voire des enfants d'industriels. Alors ce sont des gens qui viennent de milieux semblables, ce qui permet une certaine familiarité entre eux, et puis ce sont aussi des gens qui ont suivi les mêmes formations. Quand on pense aux journalistes, on imagine souvent journalisme égale école de journalisme. Mais en réalité, si on pense à Ockrent, Pujadas ou El Kabbach, ce sont tous des gens qui sont passés par Sciences Po. Si on pense à Claire Chazal ou à Emmanuel Chin, ce sont des gens qui sortent d'HEC. Bref, ces journalistes vedettes ne sont pas des journalistes ordinaires et ils sont assez proches des politiques et des patrons qu'ils interviewent. Moi, je dirais que finalement, c'est un seul et même monde. C'est un monde unique. C'est un peu comme si dans une famille, certains avaient décidé de faire politique, d'autres faire économie et les troisièmes journalisme. On a souvent ce sentiment. Ces gens partagent le même mode de vie, les mêmes valeurs, les mêmes amitiés. Ils vont dans les mêmes hôtels, ils passent les vacances dans les mêmes lieux. C'est une famille, réellement. Il y a des vrais pouvoirs, les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital. Bon, ça c'est le vrai pouvoir. Et il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Et pour qu'il s'exerce encore plus simplement, il existe à Paris un lieu où la fine fleur des médias vient dîner tous les derniers mercredis de chaque mois avec le gratin du pouvoir politique et celui de l'argent. Le Siècle est un club privé dont les membres sont recrutés par cooptation au sein de l'élite française. Patrons, hauts fonctionnaires, journalistes, intellectuels, hommes politiques, chacun y observe une règle d'or. Rien de ce qui se dit à l'intérieur ne doit être répété à l'extérieur. À l'abri des regards indiscrets et en toute indépendance, les stars des médias apprennent les mœurs du pouvoir et tendent l'oreille à leurs préoccupations. Dans tous ces clubs, c'est quoi le nom du jeu? C'est le joyeux mélange. Journalistes, faux intellectuels, demi-économistes, économistes complets, hauts fonctionnaires, hommes politiques, hommes d'entreprise, patrons, bien sûr. Et tout ce petit monde est comme poisson dans l'eau et copain comme cochon. À entrer dans ce genre de cercle, à s'y trouver socialisé même. Il y a des, comment dirais-je, il y a des pertes de liberté de parole, il y a des pertes de sens critique, c'est-à-dire des effets de normalisation, d'adaptation, d'ajustement, d'autocensure, parce que très rapidement, tu vois, t'as pas besoin d'être briefé. Tu sais très bien ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Les questions que tu as le droit de soulever et celles qu'il vaudra mieux taire.
Faire partie du siècle, c'est avoir montré qu'on était capable de s'intégrer dans la classe dominante française. Et une fois qu'on en est membre, il faut bien au minimum respecter les intérêts de cette classe et à minimum ne pas aller contre ce qui serait ses intérêts politiques et économiques évidents. Pour vous, Michel Godet, il faudrait oser envisager un abaissement du niveau du SMIC ? Vous comprenez, la logique est simple. Comme on ne veut pas s'attaquer aux relations privilégiées avec les partenaires sociaux, on ne veut donc pas poser la question du SMIC, qui malheureusement, dans une économie ouverte, comme on l'est, et le sera de plus en plus, est un véritable fossoyeur de l'emploi, puisque le prix international du travail non qualifié, comme on dit chez les spécialistes, ne peut que baisser. L'objectif des entreprises... Michel Godet est tout à fait représentatif de cette trentaine d'experts omniprésents dans l'espace médiatique. Comme lui, en effet, presque tous siègent au conseil d'administration de grandes entreprises, collaborent avec des banques, conseillent des fonds spéculatifs. Pourtant, ce ne sont jamais ces fonctions-là qui sont mises en avant. Lorsqu'ils sont invités dans les médias, c'est sous leur titre universitaire que les journalistes les présentent. La question, c'est pourquoi les grands médias font-ils le silence sur ces collusions que j'ai appelées les liaisons dangereuses entre un certain nombre d'économistes qu'on invite systématiquement et les milieux d'affaires. Les citoyens, les auditeurs, les téléspectateurs regarderaient tout autrement un brillant économiste universitaire s'ils savaient que cet économiste est largement rétribué par les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés privées, comme administrateur, c'est-à-dire au centre de la gestion de ces entreprises. Elie Cohen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de recherche au CNRS, professeur d'économie. Dominique de Villepin, la semaine dernière, enfin cette semaine, a demandé... Je ne vois pas comment on peut prétendre aujourd'hui rester intellectuellement indépendant quand on est totalement inséré dans des réseaux de milieux d'affaires. Et dans la crise européenne actuelle, il y a une crise de l'euro, je ne vais pas le nier du tout. Mais simplement, l'exemple que vous venez de nous donner, celui de la Grèce, est un exemple absolument fascinant. Quand vous regardez les choses froidement, calmement, qui peut soutenir un seul instant que la Grèce n'a pas formidablement bénéficié de l'intégration européenne et notamment de l'euro? Vous avez vu ce jeune consommateur qui jonglait avec les cartes de crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la baisse des taux qui a été rendue possible par l'euro, les taux à des niveaux historiquement bas, ont permis aux consommateurs grecs de découvrir l'univers du crédit. Et il a découvert cet univers du crédit avec un tel émerveillement qu'il achète même des objets courants à crédit. Ultime mobilisation en Grèce pour faire pression sur les députés qui doivent se prononcer dans la soirée sur le plan de rigueur prévu par les bailleurs de fonds. Les Grecs n'échapperont pas à la faillite, mais on s'en sortira tous. Dans les rues d'Athènes, ils étaient 25 000 manifestants, 17 000 à Salonique, à crier leur désespoir le jour du sommet européen. Donc je vous rappelle que le dernier scandale, en tout cas qui nous fait réagir, remonte à 2001, que la Grèce rentre à l'époque de justesse, si je puis dire, dans la zone euro. Pour répondre aux critères draconiens européens sans trop se serrer la ceinture, elle fait appel aux experts de Goldman Sachs. Diminuer sa dette tout en continuant à dépenser, c'est possible. Goldman Sachs prend 10 milliards de dettes émises en dollars et en yens et les transforme en 9 milliards de dettes apparentes et 1 milliard de cash, le tout en euros. L'astuce, utiliser un taux de change sur mesure. Mais ça ne suffit pas. Goldman Sachs crée alors un produit financier et permet au pays de toucher de l'argent tout de suite en vendant ses recettes de demain, taxes aéroports ou loterie. Pour ses bons conseils, la banque empoche 300 millions de dollars de commission. La dette grecque est camouflée, le pays peut continuer à dépenser. Il y a quelques mois, Goldman Sachs aurait proposé à la Grèce de refaire le coup. Le pays a refusé. Sa situation financière l'inquiète déjà beaucoup. Ce que la Grèce ignore, c'est qu'au même moment, la banque américaine parie sur un défaut de paiement d'Athènes en achetant des CDS, sorte d'assurance contre le risque. En clair, Goldman Sachs joue sur tous les tableaux. Si un expert est à la fois membre de l'Agence de la sécurité des aliments et membre du conseil d'administration d'une grande entreprise agroalimentaire, il y a conflit d'intérêts. Et je crois que tout le monde est prêt à admettre ce point de vue. Eh bien, je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas, dans le cas d'économistes rémunérés par des banques, des assurances ou des grandes entreprises, pour faire grandir les intérêts, les bénéfices de ces sociétés, pourquoi on ne parlerait pas de conflit d'intérêts? Jean-Hervé Lorenzi, qui est professeur à Paris Dauphine.
Ces gens-là nous disent, nous restons totalement indépendants intellectuellement, mais nous ne pouvons pas les croire. S'il est difficile en effet de croire à la neutralité de ces experts, il est en revanche relativement facile de deviner où ils dînent le dernier mercredi de chaque mois. Autrement dit, leur fonction est très concrètement de promouvoir, y compris dans les grands médias, dont ils sont pratiquement exclusivement les invités, la pensée unique économique qui est celle du capitalisme dominant. C'est ainsi que depuis une trentaine d'années, devant les Français, un débat passionnant s'est engagé entre ceux qui sont convaincus des vertus du marché et ceux qui sont convaincus des vertus du marché. Je me réjouis en tout cas de voir renaître l'idée d'entreprise, de profit, de marché, enfin à la main quand on parle avec des accents qui me bouleversent. Enfin. Oui. Ah bon, donc vous trouvez c'est bon ça? C'est excellent. Et ça n'existait pas de votre temps? Bah ça existait, le marché a toujours existé. Oui, mais je veux dire... Mais il valait mieux pas s'inventer. Ah, il valait mieux pas s'inventer. Maintenant on peut s'inventer. Oui. Alors... Si vous souhaitez l'allongement de la vie, si vous souhaitez le confort, ce que la plupart des individus souhaitent sur cette planète, l'histoire montre que le capitalisme, ça marche. Tu connais pas le dîner du siècle? Le dîner du siècle, c'est la réunion des 500 personnes qui dirigent ce pays, mais il y a des parlementaires de gauche et de droite, enfin de gauche, socialistes et de droite. Si, le dîner du siècle, c'est un endroit où tous les derniers mercredis du mois... C'est ça le piège, vous foutez de moi là? Non, mais véridique. Mais Michel, dis quelque chose. Le dîner du siècle, c'est tous les... Non, mais c'est vérifiable sur Internet ou sur la doc, c'est tous les derniers mercredis du mois... à l'Automobile Club de France, place de la Concorde, se retrouvent les Harley de Chabot, les Patrick Poivre d'Arvor, les David Pujadas, des ministres, des hommes d'affaires, des Alain Minc, des gens comme ça. On a l'adresse. L'adresse, c'est Automobile Club de France. C'est demain soir. On va pouvoir les ramasser tous d'un coup. Demain soir, à 20h30, ils y sont. Nous, on va aller les filmer demain soir. Il y a un problème, parce qu'il y a 500 personnes qui s'y rencontrent, et ces 500 personnes ont 90 à 95% du pouvoir réel en France. Donc, comme je doute que ça soit un club de bridge ou un club de bienfaisance, ils se réunissent dans d'autres buts. Bon. C'est ça qui est important, que les gens ne soient pas dupes de ce qui leur arrive, qu'ils ne croient pas à la démocratie, pour être très clair, et qu'ils comprennent bien que la démocratie, en France, n'est qu'un mot qui est utilisé pour couvrir les agissements de la finance internationale. Ce sont des gens, ils n'ont pas de cagoule, ils n'ont pas de tablier, et pour qu'ils fassent quelque chose, on leur met pas un templier, un pistolet sur la tempe, quoi. Ça se passe, je vais pas dire à la bonne franquette, mais c'est un milieu, c'est un réseau. Ce sont des gens dont les enfants se marient entre eux, ils sont issus des mêmes écoles, ils se fréquentent dans les conseils d'administration, ils sont dans les ministères, ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont administrateurs des sociétés du CAC 40. C'est un réseau. Et un réseau, c'est quelque chose qui est vivant. Comment ça s'organise exactement? Alors, le siècle, c'est l'association, c'est un club privé, c'est l'association la plus puissante de France, qui dépasse, qui n'a strictement aucun rapport avec les autres associations qui sont censées avoir du pouvoir en France, parce que les autres associations, c'est des associations des meubles amateurs, des gens qui s'agrègent à propos d'un milieu social. Par exemple, ça va être le cercle interallié, le tir au pigeon, le jockey club, ce genre d'association. Alors le siècle existe depuis 1944, fin 1944. Il regroupe, je vais parler des 20 dernières années ou des 30 dernières années, il regroupe au minimum la moitié des ministres de chaque gouvernement, que ce gouvernement soit de droite ou de gauche. Il regroupe la totalité, si mes souvenirs sont exacts, des présidents de la République, puisque François Hollande était membre, Nicolas Sarkozy en était membre, François Hollande bien évidemment en est membre, etc., etc. François Mitterrand, enfin oui, toutes sortes de gens, Valéry Giscard d'Estaing en ont été membres, la plupart des premiers ministres. Bon, Jean-Marc Ayrault est une exception parce qu'il n'en a pas été membre. Ça regroupe également un certain nombre de grands patrons
Et puis tous les grands rouages administratifs, c'est-à-dire que vous avez en général un ou deux représentants de la Cour de cassation, quelques représentants de la Cour des comptes, le chef d'état-major des armées en général, ce qui n'est pas le cas en ce moment, des hommes de presse, c'est-à-dire les grands directeurs de médias. Donc vous avez Serge Dassault, vous avez le propriétaire de Libération, vous avez je ne sais pas si le fils Lagardérié, mais l'équipe de Lagardérié, vous avez Bouygues qui est. Donc vous avez, et puis il y a une exception, c'est que des gens qui ont moins de pouvoir, mais qui en ont quand même beaucoup parce que c'est intéressant qu'ils y soient, c'est-à-dire que vous avez l'essentiel des présentateurs des journaux de 20 heures, des différentes télévisions et des directeurs ou rédactions, des directeurs de rédaction des grandes radios européens, RTL, ce genre de choses. Donc vous avez une espèce de pouvoir protéiforme avec des qui représente à peu près tous les groupes de pouvoir dans la société. C'est-à-dire qu'à peu près tous les grands pouvoirs sont représentés. Les gens étant choisis soit pour leur intelligence, leur compétence, leur entre-gens, leur capacité. C'est que là, à ce moment-là, ces gens-là, ils sont en général bardés de diplômes, ils rentrent assez jeunes. Donc le siècle va être un accélérateur de carrière et va les aider pour progresser. Par la suite, ils sont reconnaissants au siècle, évidemment. Et puis, il y a des gens qui s'y trouvent là, pas pour les capacités dont j'ai parlé, mais parce qu'ils occupent des postes importants. Je pense qu'il y a à peu près 75 à 80% du pouvoir en France. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens, soit qui n'ont pas été contactés, soit que ça n'intéresse pas, ou qui ont refusé, ça arrive. Mais l'essentiel du pouvoir est là. Et lorsqu'on leur pose des questions, ils disent qu'ils sont là et ils ont tout à fait le droit d'être là, que c'est la liberté de réunion, qu'on vit en démocratie, blablabla. Qu'est-ce que ça implique d'appartenir au siècle ? Alors, bien évidemment, le siècle, c'est une association privée, ils ont parfaitement le droit de se réunir. Il n'y a pas d'allégeance. Ce qu'il y a, c'est que voilà, l'exemple que je voulais vous donner, c'est quand vous avez Jean-Yves Le Duigou qui était il vient de prendre sa retraite, le responsable du secteur revendication de la CGT. Et on le voit bien. Moi, j'ai recensé, j'ai regardé à peu près toutes sortes d'entretiens à propos de Le Duigou, où les grands patrons, qui évidemment disaient pas qu'ils étaient au siècle et que lui était au siècle, disait « Ah mais lui c'est quelqu'un avec qui on peut discuter ». Bon, on sait déjà que quand on sait quelqu'un avec qui on peut discuter, c'est quelqu'un qui est prêt à des compromissions, ou en tout cas à un compromis. Donc il va moins être efficace pour défendre les syndiqués, c'est-à-dire les gens qui prétendent défendre, que quelqu'un qui serait pas membre du siècle. Un exemple, c'est vous êtes reçu à la télévision par David Pujadas. Bon, David Pujadas est membre du siècle, vous avez dîné avec lui régulièrement, vous l'avez croisé dans les cocktails. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est que vous allez le revoir le mois d'après, vous allez le revoir pendant des années. Donc David Pujadas ne peut pas être incisif vis-à-vis de vous quand il vous interroge, si vous êtes membre du même cercle. Vous dire votre fait à propos d'une déclaration que vous avez faite sur ce plateau. Oh non, Jean-Luc Mélenchon, attendez, il reste 4 minutes. Ne parlez pas de François Langlais, parlez de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça qui intéresse les téléspectateurs, parce que je pense que ça n'intéresse personne. Je vais vous montrer quelque chose. 15, et s'il vous plaît, on a un autre sujet au moins à aborder. On a bien parlé des connaissances. Le bon sens. C'est comme ça que y a toutes sortes de gens qui on trouve souvent que les journalistes ne posent pas les bonnes questions aux gens qui reçoivent à la télévision. Et c'est évident parce qu'ils les connaissent d'avant, ils vont dîner, à la limite ils vont aller dîner avec eux juste après l'entretien. N'empêche que il y a de véritables connivences, il y a des liens qui se créent. L'exemple type, c'est il y a eu la rupture de l'Union de la gauche en 77. On sait qu'elle a été déclarée là. Il y avait un envoyé de Giscard d'Estaing. Il y avait le président des radicaux de gauche à l'époque. C'est là où se sont créés les liens. C'est par exemple là où a été racheté Libération. Serge July avait dîné avec Rothschild et ils sont mis d'accord pour le rachat de Libération. On le sait puisque c'est sorti. Et je pense que comme ils sont d'une grande discrétion, il y a peu de choses qui sortent, mais je pense qu'il y a des centaines, des milliers d'affaires, de deals qui s'y sont déroulés. C'est un système de connivence, c'est pas un complot.